Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est votre programme économique du dimanche matin, toujours en compagnie de Thomas Binet. Et on attaque le volet entreprendre au programme ce matin, mon cher Thomas. Maxime, le comptoir des cotonniers, c'était une marque emblématique il y a 30 ans dans le secteur du prêt-à-porter, mais cela a mal tourné. Je vais vous raconter son histoire. Et si vous habitez dans un village qui a vu ces dernières années ses commerces disparaître, nous allons nous intéresser à ces commerces justement du premier kilomètre, la boulangerie, l'épicerie ou tout autre commerce faisant revivre le lien social et l'économie locale. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Boutin-Kuhlmann, qui est co-directeur général de Village Vivant. Et nous sommes également avec Mayline Camus, notre nouvelle consultante et experte en intelligence économique, qui va nous parler des bonnes pratiques face aux risques économiques qui pèsent sur nos entreprises. Éco-Réseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Et pour commencer ce volet, mon cher Thomas, aujourd'hui on va parler d'une marque française emblématique, s'il vous plaît, notamment du prêt-à-porter féminin, mais aussi d'un symbole de la crise que traverse le secteur. On pense à Comptoir des Cotonniers. C'est une très belle histoire qui a connu un véritable succès, mais aussi un virage difficile. Dites-nous tout. Tout commence, Maxime, en 1995, près de Toulouse, qu'on connaît bien sur Sud Radio. L'idée est simple, proposer une mode chic, sobre et accessible, avec cette fameuse image mère-fille qui va marquer toute une génération. La griffe séduit vite, boutique en centre-ville, style épuré, matière naturelle, c'est le succès immédiat. En 2005, elle tape dans l'œil du géant japonais Fast Retailing, qui l'intègre à son portefeuille aux côtés d'Uniqlo. Et en réalité, c'est une très belle intégration, mais c'est le vent qui va tourner assez vite, non ? Oui, c'est là que l'histoire prend une tournure malheureusement plus complexe. Concurrencée par la fast fashion et la seconde main, Comptoir des Cotonniers tente de s'adapter. Entre 2020 et 2023, la marque réduit de 60% le nombre de références et mise sur ses pièces rares en privilégiant des matières naturelles. 87% des fibres sont d'origine naturelle, 25% des laines certifiées et la fabrication s'étend de la Chine au Portugal, mais le modèle peine à survivre. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est dans la marque ? Eh bien, en grande difficulté. En juin 2023, Fast Retailing annonce un plan social. 28 boutiques fermées, 101 postes supprimés. En 2024, même, la situation s'aggrave, redressement judiciaire. Avec Princesse Tam Tam, l'autre marque française du groupe, Comptoir des Cotonniers essaie de survivre grâce à des corners chez Uniqlo, mais face aux entreprises comme Vinted et la mutation du marché, les anciennes icônes du prêt-à-porter peinent à se réinventer. L'encre de son histoire n'est pas encore sèche, elle reste à écrire, mais elle s'écrit dans la douleur. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et pour poursuivre cette discussion dans Osez entreprendre, mon cher Thomas, nous sommes avec Raphaël Boutin-Kuhlmann, le co-directeur général de Village Vivant, qui est une coopérative immobilière de l'économie sociale et solidaire qui précisément investit dans des lieux pour soutenir l'installation d'activités pérennes en milieu rural. Bonjour Raphaël Boutin-Kuhlmann. Bonjour. On entend souvent parler de désertification commerciale. Alors à quel point la situation de là où vous êtes, de ce que vous en observez, est préoccupante aujourd'hui dans les villages français ? Alors ça fait plusieurs années qu'on assiste en effet à une fermeture de lieux dans les territoires ruraux, dans les villages. On parle de commerce, mais on parle aussi de services publics, d'écoles, de bureaux de poste. Tous ces lieux qui créent du lien dans les territoires. Alors il y a un effet qu'on observe depuis la ville un peu plus, la périphérisation des activités commerciales, le e-commerce, etc. Mais ce qu'on observe de plus dans les villages, c'est ces lieux qui créent du lien, dans lesquels on se rencontrait, les cafés, les auberges, les restaurants. Je vais compléter votre propos parce que depuis 2021, ce qu'on a observé, c'est que 62% des 36 000 communes françaises ne disposaient d'aucun commerce contre seulement 25% dans les années 80. Donc c'est une vraie chute. Exactement. Alors il y a plusieurs explications. Ouais. En effet, la périphérisation des activités, les transports où les gens habitent à la campagne et vont travailler en ville, un commerce qui se réinvente en permanence, et aussi tous les services qui vont partir, qui vont s'optimiser. Et on a oublié au passage cette fonction sociale de ces commerces où on avait besoin de se retrouver dans le café du village, se croiser, discuter aussi avec son voisin. Il y a ce vrai besoin là aujourd'hui à retrouver. Alors on va s'intéresser dans un instant à ce que vous faites, mais dites-moi, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, c'est pas l'ère du e-commerce ? Est-ce que ça signifie pas, tout ce qui est en train de se passer depuis quelques années, que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, le commerce de proximité quand même a du mal à renaître ? Eh ben, je ne pense pas. Ouais. L'ère du e-commerce, oui, c'est une réalité. Je ne me vois pas, moi, lutter contre les grandes firmes ou les géants du net, évidemment.
mais je ne crois pas à une société digitale. J'en veux pour preuve le Covid. On a tous eu beaucoup de liens pendant le Covid. On a été saturés de liens digitaux, mais on n'attendait qu'une chose tous, c'est se retrouver à la terrasse du café. Alors donc il n'y a pas de justement, lien sans lieu. Donc il y a certaines fonctions sociales dans le commerce notamment qui sont indispensables. alors pas de lien sans lieu, vous venez de le dire. Vous avez un modèle atypique, c'est une coopérative immobilière. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous faites quoi que les autres ne font pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se sert de l'immobilier pour non pas... aujourd'hui, l'immobilier peut être un blocage quand on veut réouvrir, il faut faire des travaux, il faut mettre aux normes, on a des lieux vacants, on a des propriétaires qui sont pas forcément avenants. Donc nous, on en fait une possibilité. Donc on achète, on rénove et on loue des locaux pour installer le boulanger du coin, l'épicier, le restaurant ou d'autres lieux un peu plus hybrides sur les territoires qui ont plusieurs fonctions. Et on le fait à la demande de nos futurs locataires. L'originalité de Village Vivant, c'est le futur locataire qui a son activité dans le territoire, qui identifie son lieu et qui vient nous chercher pour être propriétaire. Parce que on a dit quelque chose. On a dit qu'en effet, il y avait des lieux qui fermaient et qu'on souffre de ça dans nos territoires. Mais ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations, d'entrepreneurs, de citoyens qui veulent s'investir et qui butent sur ces problématiques, des problématiques de confiance, de financement et notamment immobilières. Et donc nous, on a décidé de pouvoir répondre à ces initiatives-là. Alors depuis 2018, vous avez investi dans 30 lieux d'activité. Quel est l'impact le plus marquant que vous ayez relevé de ces projets que vous avez accompagnés ? L'impact le plus marquant, alors on a plein de petites histoires. Ces 200, on a réouvert, on l'a pas dit, mais 33 lieux dans 13 départements, investi 12 millions d'euros. Ça, c'est la grande histoire de Village Vivant. La petite histoire, c'est l'habitant qui va nous dire mais depuis que l'auberge a réouvert, ça a changé la vie du village. On a un endroit où on se croise. Je croisais plus ma voisine. Une auberge multiservice avec un point poste dans laquelle les enfants vont chercher le pain au chocolat en Ardèche, à Beaufre, pour à la sortie de l'école. Les grands-mères postaient leurs colis. Les touristes s'arrêtaient pour loger dans l'auberge et manger. Et les ouvriers aussi le midi avec des soirées jeux le soir. Voilà. Et avec des témoignages qui nous disent mais le village a changé depuis. Et depuis un autre commerce d'ailleurs qui s'est réouvert dans ce village-là où il y en avait plus. Voilà. Et des histoires comme ça, on en a beaucoup à raconter. Alors Raphaël Boutin-Kuhlmann, vous avez lancé une campagne qui s'appelle Entrée c'est ouvert et vous visez de recueillir 1,5 million d'euros. À quoi va servir cet argent que les gens peuvent vous apporter ? Alors ça sert justement à racheter de l'immobilier. C'est pas de l'argent qu'on investit avec une crainte pour développer une appli ou je ne sais quel investissement risqué. C'est de se dire on va avoir un investissement patrimonial sûr dans l'immobilier. Et cet immobilier va servir à quoi ? Il va pas servir à spéculer, il va pas servir à développer des activités qui peuvent être néfastes justement pour les territoires. Ça sert juste à créer des supports pour ces commerces, pour ces activités. Donc c'est acheter, rénover et installer du commerce de proximité dans nos villages. Et vous avez déjà obtenu 800 000 euros d'ailleurs. On en est entre 750 et 800 000 euros à ce jour, avec une collecte jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre. Parce que quand on investit dans un village vivant, on peut bénéficier d'un avantage fiscal à hauteur de 25% de son investissement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du don. C'est un moyen de militer avec son argent. C'est un moyen de se dire... voilà, je vais mettre à partir de 100 euros dans Village Vivant. Je peux récupérer cet argent au bout de 5 ans, au bout de 7 ans. Je bénéficie d'un avantage fiscal de 25%, donc ça fait 5% par an. Et je peux le récupérer. C'est pas du don. Donc n'importe qui peut vous apporter. N'importe qui, à commencer par vous, hein, il suffit d'aller sur notre site internet. C'est vraiment un moyen d'action. C'est-à-dire, je sais où va mon argent plutôt que de le mettre à la banque. Je peux choisir aussi par l'avantage fiscal de dire, voilà, c'est un moyen de se dire mon impôt va être utile par cette reconnaissance fiscale à ouvrir un café. Et avec un risque qui est, somme toute, très limité parce qu'on achète, on rénove et on loue sur du temps long. On n'est pas sur un pari risqué du développement d'une activité. Donc quiconque veut vous aider, il se retrouve sur votre site internet. Vous pouvez donner l'adresse URL ? Alors vous allez sur villagevivant.com, village vivant tout attaché au pluriel.
Et là, vous serez guidé sur la campagne et vous pouvez passer à l'action. En quelques clics, quelques informations, vous pouvez devenir membre de la coopérative, sociétaire, épargnant et orienter votre épargne, militer avec votre épargne pour les villages et les territoires ruraux. Et du coup, aider sa région et son village. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup Raphaël Boutin-Kuhlmann d'être passé du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle que vous êtes donc, et vous venez de le rappeler, le co-directeur général de Village Vivant. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Nous sommes avec une petite nouvelle, mon cher Thomas, ce matin. Absolument. Nous sommes avec Méline Camus, ancienne officier de renseignement, fondatrice et dirigeante du cabinet de renseignement d'affaires Prisme Intelligence et notre experte désormais en intelligence économique. Et Thomas, vous allez avec elle nous parler des bonnes pratiques face aux risques économiques qui pèsent sur nos entreprises. Absolument, Maxime. Méline, on va parler souvent de guerre économique dans les rubriques que vous traiterez parce que c'est votre sujet et des risques que pèsent justement ces guerres économiques sur les entreprises. Mais concrètement, d'abord, énumérons ces risques avec vous. Eh bien, cher Thomas, nous pouvons identifier 3 risques majeurs. Oui. Le premier, c'est le risque partenarial, comme par exemple une mauvaise association qui peut coûter cher aux dirigeants, notamment d'un point de vue réputationnel. Il est donc important de se renseigner avant sur les pratiques d'affaires et la réputation de son futur partenaire. Le second risque qu'on peut identifier, c'est le risque technique, comme par exemple l'installation d'un logiciel espion sur les systèmes d'information de l'entreprise qui viendrait capter du renseignement stratégique. Et le troisième risque qu'on peut identifier, c'est le risque humain. Car derrière chaque action menée, chaque prise de décision, il y a un homme ou une femme. Et pour se prémunir, Méline, de ces risques, est-ce qu'il y a des astuces à connaître, des bonnes pratiques donc à avoir et à respecter ? Bien sûr. Alors avant toute chose, il est indispensable d'instaurer une culture du risque dans les entreprises. Et cette impulsion doit venir du dirigeant. C'est lui qui montre l'exemple, il doit incarner cette volonté. Alors vous pouvez mettre en place dans votre entreprise tous les systèmes de sécurité les plus robustes que vous souhaitez. Si vos collaborateurs n'y adhèrent pas, ne comprennent pas pourquoi ces systèmes existent et ne se sentent pas véritablement impliqués et acteurs de cette sécurité, vous prenez des risques de failles qui s'installent. Et concrètement, Méline, on instaure cette culture du risque dans les entreprises. C'est bien ça que vous nous dites ce matin. Mais tout à fait. Et ça, à travers des moments de sensibilisation. Alors, il est vrai que la sécurité économique, ça ne fait pas rêver. Il faut donc faire preuve d'ingéniosité pour arriver à intéresser les collaborateurs à travers des thématiques parfois un peu arides. Et pour cela, on peut aborder le sujet à travers des ateliers pratiques, voire des immersions, comme simuler une crise pour mesurer les enjeux et donner des outils concrets. Merci Méline. Et merci beaucoup à vous, mon cher Thomas. On vous retrouve comme d'habitude dans un petit instant pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.